Bonsoir et bienvenue dans votre nouvelle émission Décodons l'éco, une émission qui décode pour vous les mécanismes qui font l'économie du pays, des mécanismes parfois complexes, mais avec des répercussions très simples et très concrètes sur vos économies à vous. Alors pour ce premier numéro, on va se poser la question qui nous taraude tous, la question de base, pourquoi la vie est-elle si chère en Nouvelle-Calédonie ? Pour poser le contexte, je vous propose quelques photos que nous avons faites en magasin. En France, les yaourts Frulos s'affichent à 147 francs le kilo. On a fait la conversion avec l'euro. Chez nous, ces mêmes yaourts s'affichent à 740 francs le kilo. Ils sont donc 5 fois plus chers. Autre exemple, les biscuits Prince s'affichent, eux, 3,9 fois plus chers en Nouvelle-Calédonie qu'en France. Là aussi, on a regardé le prix au kilo, qui apparaît toujours sur l'affichage des prix. Le sucre blond Béguincet, lui, est 2 fois plus cher chez nous qu'en France. Et puis une dernière comparaison avec nos voisins australiens, cette fois. En Australie, les bananes s'affichaient à 327 francs le kilo en supermarché au mois de janvier. Chez nous, au mois de février, les bananes s'affichaient à 595 francs le kilo en supermarché également. C'est presque 2 fois plus cher. Alors, pour comprendre la raison de ces écarts de prix, je suis accompagnée par Laïsa Roy, enseignante-chercheur en économie à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, car cette émission est réalisée en partenariat avec l'université et on en est ravis. Bonsoir Laïsa. Bonsoir Blandine. Alors, tu enseignes sur le tout nouveau campus de Bako, ici à Koné. La rentrée s'est bien passée ? Oui, on a repris les cours il y a un peu plus de 2 semaines, avec pour l'instant 58 étudiants, et jusqu'ici tout se passe très bien. Alors Laïsa, on vient de voir quelques photos, ce sont des exemples. En réalité, tous les produits n'affichent pas les mêmes écarts de prix. Effectivement, les écarts de prix sont différents selon les produits. On peut trouver en Calédonie des produits qui sont moins chers qu'en France, par exemple les produits pétroliers, la viande, les produits de la mer. Et on trouve aussi, c'est plus connu, des produits qui sont plus chers en Nouvelle-Calédonie qu'en France, typiquement les produits laitiers, les œufs et les corps gras, les fruits et légumes et les boissons. Et si on cherche une moyenne, au final, c'est quoi l'écart avec la France ? L'Institut de la statistique et des études économiques, l'ISEE, a réalisé une étude en 2015 qui estime que le différentiel de prix, tout produit confondu, est de 33%. Ça veut dire qu'un produit d'une valeur de 100 francs en France est vendu ici 133 francs. Et alors, si on resserre, si on se concentre uniquement sur l'alimentation, là, les écarts de prix sont plus importants. Effectivement. Selon la même étude de l'ISEE en 2015, un chariot d'une valeur de 10 000 francs en France est vendu ici 20 800 francs. Grosso modo, ça fait un budget alimentation à peu près multiplié par 2. Alors pourquoi ce chariot est-il 2 fois plus cher chez nous? C'est ce qu'on va décoder aujourd'hui dans cette émission. Et on verra que l'éloignement n'est pas le principal élément de la vie chère. Oui, c'est une idée reçue. L'éloignement n'explique qu'une petite partie du différentiel de prix entre la France et la Calédonie. Et en fait, pour bien comprendre les ressorts de la vie chère ici, il est important de se pencher sur les taxes, le coût du travail et surtout les marges et les protections de marché. Donc c'est notre programme de ce soir. Oui. Mais avant de développer ça avec toi, Laïsa, on va partager avec vous les 3 infos éco qui nous ont interpellés ce mois-ci. Une sélection faite par Samuel Gorouna, qui est aussi enseignant-chercheur sur le campus de Bako à l'UNC. Bonsoir Samuel. Bonsoir. Alors parmi les 3 infos que tu as retenues pour nous ce soir, il y a une inauguration, celle de la première ferme solaire du pays, inaugurée le 20 février dernier sur l'exploitation de Jean-Christophe Gnotou à Farino. C'est une ferme de 16 serres. Sur les serres, les panneaux solaires permettent de produire l'équivalent de la consommation de 600 foyers. Et sous les serres, Jean-Christophe Gnotou peut désormais cultiver ses fruits et légumes toute l'année, puisque le dispositif est anticyclonique. Alors Samuel, si des fermes comme celle-ci se multipliaient ici au pays, est-ce que ça pourrait bouleverser la production d'électricité au pays? Oui, effectivement, sur la consommation d'électricité publique, c'est vrai que ces dernières années, on a vu progresser les énergies renouvelables, donc l'éolien, le solaire particulièrement, à l'intérieur de la Grande Terre, mais aussi aux îles, particulièrement à Lifou. Donc c'est vrai que c'est une bonne chose pour la Calédonie, pour les émissions de gaz à effet de serre particulièrement. Par contre, il faut bien remettre dans le contexte la consommation électrique, c'est qu'une partie des énergies que nous consommons. À l'échelle de la Calédonie, on est aussi consommateur en charbon, en fuel, et donc du coup des énergies qui ne sont pas renouvelables et qui servent beaucoup pour l'industrie, notamment l'industrie du nickel. Donc ça reste majoritairement des énergies fossiles chez nous? Très majoritairement, on est à peu près à 90% en production d'énergie non renouvelable.
Ok, donc il y a encore un petit bout de chemin. Un gros bout de chemin à faire là-dessus. Alors on quitte le secteur de l'énergie pour passer à celui du tourisme. L'année 2019 a été une année record pour ce secteur. C'est une information qu'on a pu lire notamment chez nos confrères des Nouvelles-Calédoniennes. Plus de 126 000 touristes ont visité le Caillou l'année passée, c'est 6 000 de plus qu'en 2018. Une hausse due en partie aux Français et aux Australiens. Ça, c'est une bonne nouvelle, Samuel, non? Oui, c'est une bonne nouvelle. C'est vrai que la Calédonie a du mal à attirer des touristes. Je rappellerai quand même que sur une longue période, la progression est quand même lente en Calédonie. Depuis 30 ans, des années 90, années 2000 et aujourd'hui en 2020, on était auparavant un peu en dessous de 100 000 touristes, aujourd'hui un peu au-dessus. Mais c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de mal à titre de comparaison. Si on regarde dans la région, la Fidji par exemple, c'est aujourd'hui plus de 800 000 touristes, donc on est très loin de nos voisins finalement. D'ailleurs, le tourisme, c'est d'ailleurs l'un des premiers secteurs touchés par le coronavirus dont on parle énormément ces derniers temps. Ce n'est pas le seul secteur économique touché. Il y a une semaine, l'OCDE, qui est une organisation internationale d'études économiques, a estimé que l'économie mondiale était en danger, le plus grave danger depuis la crise financière selon elle. Alors tout ça, c'est un peu inquiétant. Est-ce que l'économie calédonienne pourrait être elle aussi chamboulée par ce coronavirus? Oui, c'est vrai que toutes les économies sont interdépendantes aujourd'hui. Donc dès lors qu'on a une crise au niveau mondial, effectivement, pour ceux qui ont suivi hier, il y a eu les bourses au niveau mondial qui ont chuté très lourdement, et crack pétrolier également. Donc effectivement, s'il y a moins de production au niveau mondial, il y a moins de consommation du nickel. Et donc les prix du nickel peuvent descendre, ça impacterait nos usines de nickel. Parce que nous, on vend à la Chine du nickel. Parce qu'on vend principalement à la Chine. La Chine est la principale consommatrice aujourd'hui du nickel et d'autres matières premières. Donc effectivement, si elle consomme moins et produit moins, du coup, l'impact sera international et particulièrement en Calédonie. Donc ça, l'industrie du nickel n'en pâtirait, mais l'industrie également du tourisme, puisque dès lors qu'il y a une pandémie à l'échelle mondiale, il y a des annulations de vols, des annulations de séjours, etc. Donc ça se fait sentir déjà aujourd'hui. Et puis il faut rappeler que la Chine, c'est une usine mondiale, donc on produit énormément de choses, donc il y aurait aussi à court terme pour la Calédonie, mais aussi pour l'ensemble du monde, et c'est déjà le cas pour de grands opérateurs, des pénuries de biens manufacturiers notamment. Donc ça veut dire que dans quelques semaines, on peut imaginer des produits qui manquent dans nos magasins? Effectivement, on a quand même l'habitude en Calédonie d'avoir des produits qui manquent quand il y a un bateau qui n'est pas là, ou il manque sur les étals des tomates ou des oignons, etc. Donc ça, c'était une habitude, mais là, on peut avoir ça sur des produits de grande consommation, des produits manufacturés. Et l'important, c'est plutôt de savoir si cette crise est plutôt conjoncturelle ou si ça dure et que ça devient structurel, où là, ce serait beaucoup plus problématique. Bon, on va suivre ça. Merci beaucoup, en tout cas, Samuel, pour ce partage. Merci. On va retrouver Laïsa dans quelques minutes pour décoder le thème de notre émission. Pourquoi la vie est-elle si chère en Calédonie? On vous le disait tout à l'heure, ce n'est pas à cause de l'éloignement, en tout cas pas seulement. Pour comprendre, je vous propose de suivre le trajet d'un paquet de pâtes de son départ de la France jusqu'à son arrivée dans les rayons d'un supermarché calédonien. On regarde. Imaginons un paquet de pâtes de 500 grammes dont le prix de gros en France est de 84 centimes d'euros, soit 100 francs CFP. Avant d'arriver dans les rayons de nos magasins, ce produit doit être transporté jusqu'à un port en France, puis embarqué à bord d'un cargo dans un conteneur. Pour ce paquet de pâtes, c'est 4 francs de frais logistiques qui s'ajoutent aux 100 francs de départ. Le fret maritime, c'est-à-dire le trajet en bateau de la France jusqu'à la Nouvelle-Calédonie, en conteneur non réfrigéré, représente ensuite un coût de 9 francs pour nos pâtes. À son arrivée en Nouvelle-Calédonie, le paquet de pâtes doit être débarqué, puis conduit jusqu'à l'entrepôt de l'importateur. C'est 3 francs de frais logistiques supplémentaires. Avant la TGC, la taxe générale à la consommation, les diverses taxes à l'importation représentaient 30 francs de surcoût pour ce paquet de pâtes. Une fois sur le territoire, le paquet de pâtes est vendu par l'importateur grossiste à un distributeur de détail. La marge moyenne de l'importateur grossiste est de 35 francs. Puis, le distributeur met en vente le paquet de pâtes dans les rayons de son magasin. Dans son prix de vente, il inclut lui aussi une marge moyenne de 40 francs. En fin de course, le paquet de pâtes acheté 100 francs en France s'affiche à 221 francs sur le ticket de caisse du client.
soit un surcoût de 121 francs. Alors 35 francs de marge pour l'importateur, plus 40 francs de marge pour le distributeur. Cela fait donc 75 francs de marge au total sur 221 francs pour mon paquet de pâtes. Laïsa, est-ce que c'est beaucoup par rapport à ce qui peut se faire ailleurs ? Pour faire ces calculs, on s'est appuyé sur le rapport de l'autorité de la concurrence en France, de façon à retracer le voyage du paquet de pâtes. Selon ce rapport, les marges qui sont pratiquées en Nouvelle-Calédonie sont supérieures à celles qui sont pratiquées en France. Bon, bien entendu, ce rapport n'est pas spécifique au marché des pâtes. On parle pas que des pâtes, oui. Non, on a retenu les pâtes à titre d'illustration, mais les chiffres qui sont cités ici reflètent ce qui se passe en moyenne pour l'ensemble des produits de grande consommation qui sont importés et distribués en Nouvelle-Calédonie. Alors pour être le plus précise possible, est-ce qu'une marge c'est la même chose qu'un bénéfice? Est-ce que la totalité des 75 francs va directement dans la poche de l'importateur ou du distributeur? Les marges dont on parle ici, c'est ce qu'on appelle en fait les marges brutes. Et ces marges brutes, elles sont réparties en 3 parts. La première part sert à rémunérer les salaires. Une seconde part sert à payer les impôts sur les sociétés. Et la troisième part, c'est ce qu'on appelle le profit ou ce que tu appelais ce qui va directement dans la poche du distributeur ou de l'importateur. Et est-ce qu'on sait justement comment se fait la répartition entre les impôts, les salaires et les profits? Non, justement. À vrai dire, on manque d'études précises sur le sujet. Mais ce qu'on sait, c'est que dans les activités d'importation et de distribution en Nouvelle-Calédonie, les profits ont toujours été élevés et restent élevés, en particulier pour le commerce des véhicules et pour les grandes surfaces. Alors, est-ce que les acteurs économiques peuvent fixer leur taux de marge comme bon leur semble? Écoutez la réponse d'Aurélie Zoudlebert, c'est la présidente de l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie. Une entreprise pratiquerait des marges très élevées par rapport à la moyenne qu'on constate généralement dans le secteur, alors évidemment sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, de demander aux entreprises de prendre des engagements pour baisser leurs prix dans un délai de 2 mois. Et si elles ne le font pas, l'autorité a alors un pouvoir qu'on appelle d'injonction structurelle qui peut conduire à imposer à l'entreprise de modifier ses contrats d'approvisionnement, voire de céder des actifs, si c'est la seule solution possible. On ne l'a pas encore utilisé, tout simplement parce qu'on n'a pas encore eu cette analyse de marge telle qu'on va la mener à la suite de la demande d'avis qui a été formulée par le gouvernement. Alors on le comprend, il n'y a pas encore de contrôle, mais est-ce qu'il y a déjà des études sur ces marges ? Des études ponctuelles, oui, mais pas d'études systématiques. Et de façon générale, l'information sur les marges n'est pas disponible en Nouvelle-Calédonie. Pourtant, c'est une question qui est posée depuis longtemps. À la suite des manifestations contre la vie chère en Calédonie, le Congrès de la Nouvelle-Calédonie avait passé une délibération en 2013 qui confiait à la direction des affaires économiques. C'est ça, la direction des affaires économiques, la DAE, une mission très précise. Cette mission consistait justement à étudier les marges des entreprises calédoniennes, étudier leur évolution année après année. Et aujourd'hui, pratiquement 7 ans plus tard, en fait, ce travail n'est toujours pas fait. C'est donc très important que l'autorité de la concurrence puisse enfin mener cette étude sur les marges, parce que c'est un enjeu crucial pour la démocratie. On a besoin d'informations transparentes pour alimenter l'analyse objective et pour alimenter le débat public. Donc pour l'instant, chacun est libre de pratiquer la marge qu'il souhaite. Certains commerçants prennent une grosse marge, d'autres pas tant que ça. Une bonne chose pour le consommateur, estime le syndicat des importateurs. Écoutez Giacomo Ciocca, il est membre du syndicat des importateurs de Nouvelle-Calédonie. Je dis simplement, ici, il y a déjà un premium price, une différence de prix liée à la logistique, à la géographie. Et après, le reste, c'est un peu le marché. Moi, je trouve que c'est génial maintenant qu'on parle beaucoup de concurrence. C'est la concurrence qui va aussi aider les prix à baisser. Parce que si moi, je vends ma tablette de chocolat et mon concurrent la vend moins cher, et moi, j'essaie de faire soit en qualité supérieure, soit je serai obligé de m'adapter. C'est les consommateurs les rois ici, parce que c'est avec le choix de tous les jours des consommateurs qu'on est primé ou on n'est pas primé.
Donc à la fin, moi j'invite les consommateurs à bien choisir. Alors bien choisir et trouver le meilleur prix pour chaque produit, c'est tout de même un sacré travail. Un constat qui a motivé Eric Fontex à créer son entreprise il y a 1 an et demi. Je vous propose de découvrir son activité avec ce reportage de Michel Pimbé. Chaque matin, du lundi au vendredi, Eric Fontex commence sa journée dans les rayons de magasins de Nouméa. Liste de courses en main, il recherche les produits commandés par ses clients. Et ces produits, il s'engage à les acheter au meilleur prix. La mozzarella, produit de base, ici on est à 350, peut monter jusqu'à 550, jusqu'à 750 francs pour un produit très similaire. Et là tu vois sur le poulet, si on tient compte de la différence de prix, il y a presque 500 francs d'économie sur la viande. Avant la mise en place de son activité, Eric a sillonné les différentes enseignes et commerces de la capitale pour créer une base de données des prix. Alors c'est beaucoup de travail de fourmi et puis c'est beaucoup de travail d'actualisation finalement semaine par semaine et parfois jour par jour parce que sur les produits frais, d'un jour sur l'autre, c'est pas les mêmes prix. Donc il faut avoir des idées, des échelles de prix en tête, surtout pour les produits frais, pour pouvoir acheter intelligemment sans exploser le budget des clients. Supermarché, primeur ou marché de Nouméa, Eric parcourt 6 à 7 commerces dans la journée selon le nombre de paniers commandés. Ouais, qu'on ne perde pas les bonnes habitudes. Tiens, voilà déjà les 4. Une fois les courses terminées, direction le dock de stockage pour le tri et la livraison. La petite entreprise d'Eric Fontex livre une quinzaine de paniers par semaine. Alors ce client avait demandé des avocats, des papayes, une papaye verte et une papaye un peu plus mûre. Et avait demandé, en l'occurrence, 8 tomates. Plus de la salade, la fameuse salade qu'on a eu du mal à trouver. Et qu'on a fini par trouver. Voilà. Donc là, tu as un panier prêt à partir. C'est un pourcentage qui est pris sur l'ensemble des courses. Donc en fonction des produits et en fonction du panier, je prends un pourcentage. Alors en moyenne, ça va être autour de 10%. Je ne prends pas une grosse marge, mais c'est suffisant pour l'activité que je fais. Alors sur certains produits, je marge un peu plus, mais globalement, c'est autour de ça, entre 10 et 15%. La fameuse histoire des yaourts, les yaourts qui jouent au yo-yo. Il y a eu le gel des prix, on a vu le prix du yaourt qui a baissé très fortement. Et puis, comme moi je suis là toutes les semaines à regarder et que c'est un produit que j'achète très régulièrement, j'ai vu aussi que quand les marges ont été libérées, le yaourt il a commencé à faire tac, petit à petit, par petites tranches de 5 francs, 10 francs, de semaine en semaine. Et puis aujourd'hui, on est pratiquement retourné au prix d'avant le gel des marges. Aujourd'hui, une cinquantaine de clients font appel au service d'Eric Fontex. Cathy fait partie des tout premiers à avoir adhéré au concept. Je pense que j'économise pas loin de 20% quand même, au bout du compte. Chaque semaine, donc sur l'année, voilà, ça fait un petit budget week-end, un budget vacances. Voilà, ça peut être intéressant, je pense, pour une famille, surtout les familles nombreuses. Eric ne vit pas encore de cette activité qui, à ce jour, est encore en phase de développement. Pour l'instant, c'est un complément de revenus. Alors, on vient de le voir dans le panier d'Eric Fontex, il y a des produits importés, mais aussi des produits made in Calédonie. C'est le cas aussi dans le caddie 2 fois plus cher qu'on suit depuis le début de cette émission. Et ces produits locaux sont eux aussi parfois plus chers qu'en France. On l'a vu au début de cette émission avec les yaourts Frulos, 5 fois plus chers. Ce sont des yaourts fabriqués en Nouvelle-Calédonie. Autre exemple, le Coca-Cola, il est lui aussi fabriqué chez nous. En France, il s'affiche à 120 francs le litre. En Australie, il est vendu à 195 francs le litre. Et chez nous, il s'affiche à 295 francs le litre. Alors, Laïsa, comment on peut expliquer ces écarts de prix ? L'industrie locale est structurellement handicapée à la fois par l'éloignement et la petite taille de l'économie calédonienne, ce qui se traduit par des coûts de production élevés. Non seulement le coût de l'énergie, le coût des communications, du crédit, du foncier et le coût du travail sont élevés en Nouvelle-Calédonie, et ce sont des charges pour les entreprises, mais surtout avec un petit marché comme celui de la Calédonie, avec seulement grosso modo 250 000 consommateurs, il n'est pas possible de réaliser d'économies d'échelle. En fait, les capacités de production en Nouvelle-Calédonie sont surdimensionnées.
C'est-à-dire qu'on a des trop grosses usines en fait. Oui, qui ne tournent pas à plein. Parce que au niveau technologique, il n'existe pas de machine industrielle adaptée à un si petit marché que celui de la Nouvelle-Calédonie. Et de plus, les dispositifs de défiscalisation incitent à des investissements qui sont démesurés par rapport à la taille du marché local. Par rapport à nos besoins. Donc au final, oui, l'industrie locale n'est pas compétitive et elle ne peut pas aligner ses prix sur ceux de la concurrence étrangère. Alors pour compenser cela, des protections de marché sont mises en place, c'est-à-dire des mesures qui permettent de protéger nos produits locaux contre le Made in France ou le Made in China, contre lequel il est difficile de lutter. Pour comprendre comment elles fonctionnent, je propose à Myriam Gégaud de nous rejoindre. Elle est étudiante en 3e année de licence économie-gestion sur le campus de Baco à l'UNC. Bonsoir Myriam. Bonsoir. Alors est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont ces protections de marché ? Alors, il existe 2 types de protection de marché. La première que l'on connaît sous le nom de quota, c'est-à-dire qu'on va soit limiter les volumes d'importation ou bien interdire complètement l'importation d'un produit. C'est une mesure qui a pour objectif de favoriser la production locale. Par exemple, on ne peut importer que 1800 tonnes par an de riz blanchi à grains ronds ou longs, ou encore on ne peut importer de crevettes fraîches ou réfrigérées, ou pour reprendre votre exemple sur le coca tout à l'heure, on n'a pas le droit d'importer de coca. La seconde mesure de protection de marché est celle qui porte sur les prix. Là, on va taxer tous les produits importés, toujours dans l'objectif de favoriser la production locale, comme par exemple les chips importés sont taxés à 60%. Pour permettre aux chips locales, du coup, d'être plus compétitives. C'est ça. On a tout compris. Merci beaucoup, Myriam. Alors, on le voit, les protections de marché doivent permettre aux produits locaux de tirer leur épingle du jeu. Mais ces mesures sont parfois critiquées par les consommateurs et puis aussi par les PME, les petites et moyennes entreprises. Oui, le problème, on pourrait dire, comme très souvent en économie, c'est qu'il y a des arbitrages à faire. D'un côté, on soutient la production locale en la mettant artificiellement à l'abri de la concurrence, en particulier dans le secteur agricole et dans le secteur industriel. Mais d'un autre côté, on restreint les choix des consommateurs et des PME en limitant les importations et on renchérit le coût de la vie ainsi que le coût de production pour les consommateurs et les PME respectivement en appliquant des droits de douane. À terme, en fait, les protections de marché peuvent même conduire à des effets pervers, dans la mesure où, quand une industrie reste isolée de la concurrence, elle n'a pas d'incitation à améliorer sa productivité, ni d'incitation à réduire ses prix. On peut donc se retrouver dans une situation où l'industrie locale demeure peu compétitive et au final doit éternellement demander des protections de marché pour sa propre survie, protections de marché dont le prix est payé par les consommateurs et les PME. Alors pourquoi maintenir ces protections de marché puisqu'elles sont régulièrement critiquées? On a posé la question à Xavier Benoît, c'est le président de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie. L'industrie de transformation en Nouvelle-Calédonie, c'est presque 6 000 emplois dans le privé aujourd'hui et c'est pas loin de 9% du produit intérieur brut de la Nouvelle-Calédonie. Bien sûr, tous ces emplois et tout ce PIB n'est pas protégé par des mesures, mais on identifie clairement que ce tissu, ces 6 000 emplois, ces 9% du PIB, n'existerait pas s'il n'y avait pas de régulation de marché en Nouvelle-Calédonie. Alors Laïsa, finalement, on paye nos produits plus chers pour maintenir des emplois. Est-ce que c'est vraiment notre rôle, le rôle des consommateurs? C'est une excellente question. Ce qui est sûr, c'est qu'il existe une volonté politique forte de soutenir l'industrie locale et de soutenir l'emploi local. Maintenant, les informations dont on dispose, par exemple, selon l'étude Syndex de 2009 sur les causes de la vie chère, les protections de marché représenteraient en fait moins de 2000 emplois. Donc 2000 emplois sur les 6000 que compte l'industrie. Okay. Et puis, ce qu'on a dit tout à l'heure au sujet des importateurs et des distributeurs est valable également pour l'industrie locale. On ne connaît pas le niveau des marges qui sont pratiquées
on ne connaît pas non plus la répartition entre les salaires et les profits. Donc, cette protection des marchés, dans une certaine mesure, profite à l'emploi local, profite aussi aux marges, disons aux profits, mais on ne sait pas dans quelle mesure les travailleurs et les entreprises sont protégés. Alors comment faire pour protéger l'industrie locale sans pénaliser le consommateur ? L'autorité de la concurrence de la Nouvelle-Calédonie propose un rapport extrêmement complet sur son site internet et des recommandations pertinentes pour concilier les deux objectifs. Protéger l'industrie locale sans pénaliser outre mesure les consommateurs et les PME. Et parmi ces recommandations, on peut en citer 3. Premièrement, les protections de marché doivent être accordées avec des contreparties, c'est-à-dire des engagements en matière de création d'emplois, en matière d'investissement, en matière de qualité et en matière de baisse des prix. Deuxièmement, le respect de ces engagements doit être vérifié et les sanctions en cas de non-respect doivent être crédibles. Donc là, on revient sur les contrôles dont on parlait Absolument. Tout à l'heure. Et troisièmement, les protections de marché n'ont pas vocation à être permanentes. Leur renouvellement doit faire l'objet d'un examen objectif plutôt que le système actuel de reconduction tacite des protections de marché. Alors pour terminer cette émission, je vous propose de regarder dans le rétroviseur la tendance sur ces dernières années. On a vu au début de cette émission que les prix en Calédonie sont 33% plus chers qu'en France en moyenne. C'est un chiffre de 2015. Si on remonte le temps, en 2010, cet écart était de 34%. L'écart a donc un tout petit peu diminué au cours de ces 5 années. Maintenant, faisons cette même comparaison en nous concentrant sur l'alimentation uniquement, c'est-à-dire sur notre caddie 2 fois plus cher que l'on a suivi tout au long de cette émission. Il date de 2015. Si on remonte le temps, notre caddie à 10 000 francs en France coûtait 18 900 francs en 2010 en Calédonie, contre 20 800 francs en 2015. L'écart de prix s'est donc accentué pour l'alimentaire, passant de 89% à 108%. Laïsa, est-ce qu'on peut espérer un changement pour ces 5 prochaines années? Je pense notamment avec le passage de la TGC, la taxe générale à la consommation. Est-ce que ça va changer quelque chose? Disons que l'introduction de la TGC à la place de tout un arsenal de taxes à l'importation va dans le bon sens, ne serait-ce qu'en permettant davantage de transparence au niveau des prix. Mais la TGC ne résoudra pas à elle seule le problème de la vie chère en Nouvelle-Calédonie. À minima, il faudra que la TGC soit couplée à terme avec une réforme des quotas et avec davantage de transparence sur les marges qui sont pratiquées par les entreprises calédoniennes. Mais cette question du niveau des marges, de leur évolution, on sent que c'est un sujet sensible, un sujet délicat. Pourquoi est-ce que c'est si difficile de s'emparer de ce sujet-là ? C'est difficile de s'emparer du sujet parce que justement, on manque de données objectives pour éclairer les politiques publiques, c'est-à-dire pour mesurer les avantages pour les uns, les inconvénients pour les autres, et au final, pour mesurer, disons, la pertinence d'ensemble des politiques publiques et des aides qui sont accordées. Et puis ensuite, dans une petite économie comme celle de la Nouvelle-Calédonie, la proximité entre le pouvoir politique et les acteurs économiques peut poser des problèmes d'impartialité. Et c'est pour ça que les pouvoirs publics ont tout intérêt à s'appuyer davantage sur l'autorité de la concurrence de Nouvelle-Calédonie, parce que son expertise et son impartialité sont des atouts précieux, et c'est sa raison d'être. Merci Laïsa pour toutes ces explications. Merci aussi à Samuel et Myriam qui ont participé à cette émission. Vous pourrez bientôt retrouver toutes ces informations et les études que nous avons citées dans cette émission sur notre site caledonia.nc. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro et avec une nouvelle question. Est-ce que le nickel est vraiment le moteur de notre économie? Rendez-vous le mois prochain. Bonne soirée sur Calédonia.